Hop. Et c'est parti. Bienvenue déjà dans cet espace. On est ravis de vous accueillir pour vous parler de ce merveilleux sujet de Couple. la relation, du couple et de la relation de manière générale, puisque du coup c'est pour ça que ce qu'on propose ce soir dans ce live s'adresse aussi bien aux personnes qui sont en couple qu'aux personnes qui sont célibataires, parce qu'on se pose tous des questions probablement de comment on fonctionne, soit comment on fonctionne dans la relation. C'est vraiment ouvert à tous. Ouais, et ce qui est important aussi, c'est qu'on ne se place pas en tant que thérapeute au niveau du couple, mais plutôt par rapport à nos expériences et à nos activités respectives, où on travaille justement dans la relation à l'autre, sur plutôt la qualité du lien à soi et à l'autre. Et c'est vraiment dans cette veine qu'on s'inscrit. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'on voulait aussi faire cette forme un peu live ce soir. Ce qu'on trouve d'intéressant, c'est de pouvoir partager, nous, ce qu'on a euh, intégré, ce qu'on a vécu, intégré dans nos cheminements respectifs, mais aussi avec les personnes qu'on accompagne de notre côté. Et également d'avoir vos retours à vous pour savoir aussi concrètement aussi les problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés et aussi peut-être les choses que vous avez déjà mises en place. Ça se veut vraiment interactif, que ce soit en direct dans le live par la prise de parole ou le chat ou que ce soit en replay, de pas hésiter dans les commentaires à partager aussi parce que vous pouvez vivre de votre côté ce qui a fonctionné, pas fonctionné, là où vous en êtes, voilà. Ce qui a résonné aussi, par exemple, dans ce qu'on va exposer, il va y avoir des choses qui résonnent, d'autres qui résonnent moins. Et c'est intéressant aussi de voir ce qui peut toucher chaque personne. Donc on va se présenter parce que peut-être que tout le monde ne nous connaît pas forcément tous les deux. Donc moi je suis Christelle, je suis enregistrée, mon nom professionnel c'est Christelle Sophia et j'accompagne les femmes essentiellement. J'accompagne les femmes principalement par la voie de l'intime. Du coup, pour accompagner les femmes en douceur, à reconnecter à la fois avec leur corps, leurs émotions, se relier à leurs désirs profonds et pouvoir, à partir de là, pouvoir pleinement euh, se réaliser, s'aimer et vivre pleinement leur vie, voilà, dans d'être les femmes souveraines et créatrices, voilà, de leur vie. Voilà, donc moi c'est Sylvain de Coster. Donc je suis praticien en médecine chinoise. Donc les arts taoïstes m'ont toujours beaucoup intéressé. Et dans ce cadre de l'accompagnement que je fais d'hommes et de femmes à travers la médecine chinoise, il y a un aspect important que j'ai toujours aimé, c'est la notion aussi de l'énergie sexuelle. Et j'ai eu très envie, un appel d'accompagner aussi les hommes sur ce chemin-là, sur le chemin du masculin. Parce qu'on est dans une époque où c'est très compliqué aussi pour les hommes. Et donc voilà, donc je suis très heureux d'être là aussi dans cette période et de pouvoir apporter voilà, ce que je connais de l'énergétique, de la relation à soi et à l'autre, voilà, en tant qu'homme. Voilà. Et moi, de mon côté, du coup, j'ai plus une approche avec le tantra. On se complète bien, parce que du coup, Sylvain, c'est plutôt l'approche Tao, moi, c'est plutôt l'approche tantrique. Et Euh, l'approche aussi cachemirienne du tantra qu'on a en commun, ouais. oui, on a ça en commun, effectivement. Et du coup, voilà, ça fait plusieurs années que je chemine sur la voie plus du tantra, mais plus la voie du tantra cachemirien et plus une voie traditionnelle, voilà, qui m'a beaucoup, qui a transformé, c'est-à-dire qui a vraiment transformé ma vie. J'ai eu à cœur après d'intégrer ça dans mes divers accompagnements.
parce que j'ai plein d'autres formations en dehors du tantra. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir mettre tout ça ensemble à profit pour accompagner avec aussi l'énergie sexuelle. C'est une de mes particularités aussi. Pour commencer, on va vous proposer une petite pratique d'ancrage. Alors, pourquoi on veut faire cette pratique d'ancrage? Parce que dans la relation du lien, ça sera un petit peu euh, le fil conducteur, vraiment la présence à soi et à l'autre est vraiment important pour nous dans, euh, dans cette odyssée du couple. Et donc, voilà, commencer par une petite pratique d'ancrage nous paraît tout à fait logique et voilà, d'être posé, d'être présent euh, pour ce moment de partage. Voilà, puis c'est l'occasion aussi de vous montrer une pratique qui est très très courte à faire, qui est très facile à faire, que vous pouvez mettre, si ça vous parle bien sûr, très facilement en place dans votre quotidien, que ce soit pour vous ou dans le cadre de vos relations. De toute façon, c'est une pratique qui est personnelle. Donc voilà, je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux si c'est OK pour vous. Et à prendre trois grandes inspires par le nez, trois grandes expires par la bouche. Et ne pas hésiter à prendre des inspires les plus amples possibles et des expires les plus amples également par la bouche. Et on vide bien les poumons. Et vous pouvez revenir à une respiration plus normale et simplement venir observer l'air qui rentre dans vos narines et l'air qui en sort. Simplement porter l'attention sur la circulation de l'air sans chercher à modifier la respiration. Il n'y a rien d'autre à faire, rien à penser. Et si des pensées arrivent, on peut les laisser circuler et ramener son attention sur la respiration. Peut-être que vous pouvez sentir que l'air qui rentre est un peu plus frais que l'air qui sort. Et observez les mouvements ou les sensations dans votre corps. Juste d'être présent à cette respiration. Et vous pouvez descendre la conscience un peu plus dans votre corps en suivant le chemin de cette respiration. Vous déposez au niveau des poumons, au niveau du ventre, dans votre bassin. Vous pouvez sentir le poids de votre bassin sur le support.
et suivre la respiration jusque dans les pieds. Vos pieds qui peuvent être posés sur le sol ou sur un autre support. Sentir leur poids. Mais vous pouvez sentir aussi l'air qui s'expanse vraiment partout dans le corps, jusqu'au bout des doigts. Et je vous invite maintenant à venir dans l'espace du cœur, à vous déposer dans cet espace et prendre le temps de quelques respirations dans cet espace. Et simplement observer vos sensations. Et peut-être que vous pouvez sentir des tensions dans le corps et juste rester quelques instants en présence avec elles. Et je vous invite à revenir à la présence du poids de votre corps sur votre support. Peut-être que vous pouvez sentir vos mains posées sur votre corps ou sur un autre support. Peut-être que vous pouvez sentir aussi vos vêtements sur votre peau. Et je vous invite à être attentif à votre environnement extérieur. Peut-être que vous pouvez entendre des sons ou sentir une lumière à travers vos yeux clos. Et prendre un temps pour observer ces bruits environnants, ces sensations autour de vous. Et vous pouvez prendre une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux et faire tous les petits mouvements que votre corps a besoin de faire pour se sentir bien. Juste écouter les sensations, d'écouter ce que votre corps a besoin de bouger pour se sentir bien présent là maintenant. Oh, bienvenue dans cet espace. Donc, c'est très intéressant de faire cette pratique
pour revenir à un ancrage, cette pratique-là, elle est assez courte, hein, comme vous pouvez le voir, mais elle peut être encore plus courte chez vous dans votre quotidien. Ça peut être simplement de prendre 15-20 secondes à chaque fois que vous le pouvez, juste pour être en présence avec votre respiration. Et juste de l'observer sans chercher à la modifier. Et ça, plus vous le pratiquez, plus vous allez avoir des effets, voilà, d'une respiration qui va se réguler de toute façon naturellement. Donc on avait une question, est-ce que vraiment euh, on se sent, on ressent que malgré l'amour qu'on peut euh, avoir et partager dans le couple, euh, sentir que la relation n'est pas complètement épanouie, authentique, qu'il manque un ingrédient ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une question qui est intéressante de se poser et qu'on peut ressentir aussi parfois. Moi, c'est m'arrivé euh, dans mon couple précédent. J'ai été marié pendant 20 ans avec 3 enfants et c'est vrai que la tête dans le guidon, je me posais même plus cette question-là. Et c'est au bout d'un moment que ouais, cet inconfort est arrivé et que le travail a commencé, pour en tout cas. Et ça résonne par rapport à mon expérience aussi, parce que j'ai déjà été en couple où j'étais aussi dans une relation très longue précédemment et sur le papier, j'avais tout pour être heureuse et j'étais très amoureuse. Et en fait, malgré tout, il y avait des endroits où je me sentais pas forcément épanouie. C'était pas en lien forcément direct d'ailleurs avec comment dire, avec des problématiques de tension dans le couple, parce qu'on avait plutôt une très bonne communication. Mais malgré tout l'amour qu'on pouvait avoir l'un pour l'autre, bah, il y avait des endroits où la relation, elle n'était pas pleinement épanouie. Voilà, et c'était pas forcément toujours facile pour moi de mettre des mots dessus, parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, je m'étais pas vraiment posé la question de quoi j'ai vraiment besoin. Et c'est vrai que en cheminant toutes ces dernières années, euh, ça, ça m'a permis de voir toutes les peurs et les blessures et tout ce qui se joue en fait quand on est en relation avec l'autre. En tout cas, moi, quand j'étais dans la relation avec un partenaire, j'ai pu voir en fait qu'il y avait plein de mécanismes qui rentraient en action. Et en fait, en confrontant ça avec des personnes que j'ai accompagnées, avec aussi ce qui peut se passer aussi du côté des hommes, on s'est rendu compte qu'il y avait des défis communs en fait que rencontrent les couples par rapport à tout ça. Je sais pas si vous avez Sur partagé. la communication aussi, Ouais, chacun arrive avec des blessures. On dit les névroses ça tire. s'attirent. Et donc, c'est aussi pour nous faire avancer. Si on est dans une démarche justement aussi d'observation et de vouloir aussi changer. Et pour ma part, moi, ça a toujours été très difficile d'exprimer mes besoins, de les respecter aussi quelque part, parce que la peur de ne pas déranger, parce que derrière il y avait une volonté d'être aimé, et donc dans ces mécanismes-là, voilà, moi, voilà, j'avais tendance plutôt à me refermer si j'étais pas euh, bien, et donc bah, ça portait pas forcément à la communication. Ma compagne était aussi dans des difficultés de communication et forcément c'est pas évident. Donc c'était voilà ce que je voulais partager aussi sur ce côté de la communication qui est important euh, en se connaissant à la base et en se ressentant et se respectant. Et en fait, très souvent, tout part de, soit de projection, soit de croyance, soit de peur qu'on peut chacun avoir, en fait, par rapport à notre propre vécu, par rapport à nos conditionnements, par rapport à notre construction.
Très souvent, on a construit notre relation à l'amour et au couple par rapport au premier modèle qu'on a eu, que sont nos parents. Et donc déjà enfant, en fait, on a construit une sorte d'identité sur la façon d'être aimé, parce qu'on recherche, on construit déjà des mécanismes par rapport à comment on a pensé devoir être pour être aimé de nos parents. Et donc ça, c'est déjà notre rapport à l'amour et à l'autre, qui est très conditionné par rapport à l'enfance et les mécanismes qu'on a mis en place avec nos parents. Et en plus, le modèle du couple en lui-même, hein, de la relation à l'autre, qui est très conditionné aussi par comment on a vu nos parents s'aimer. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément reproduire exactement la même chose, mais ça peut expliquer certains conditionnements. Et moi, j'ai vu aussi auprès des femmes que j'accompagne le poids aussi sociétal qui vient aussi se rajouter à ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont pas à l'aise de partager leurs besoins et leurs désirs à leurs compagnons parce qu'elles ont peur de l'image qu'elles vont renvoyer. Donc, elles ont peur d'être voilà, que leurs compagnons les voient plus avec le même regard, qui pensent qu'elles sont voilà, enfin, elles font des projections sur le fait qu'elles pourraient passer pour des filles soit frigides, soit faciles, soit, enfin, avec toutes les projections qu'il y a derrière quand on partage certains fantasmes. Il y a la peur d'être jugé, il y a la peur que l'autre se sente remis en question, que ça vienne toucher la compagne ou le compagnon. En fait, bah, du coup, ça voudrait dire que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est pas OK et tu me l'as pas dit. Enfin voilà, il y a toutes ces peurs-là qui font que des fois, on préfère pas parler que de blesser l'autre. Surtout quand le temps est passé par là Mm, et que les habitudes ont été prises. c'est De ça. changer de chemin, c'est pas toujours évident. Mais par contre, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose sur lequel on met tous les deux l'accent sur le fait que tout est changeant et en fait, rien n'est jamais acquis. Et parfois, on peut rentrer en relation avec quelqu'un en ayant convenu que certaines choses étaient OK, mais au fil du temps, bah, ça évolue et ça l'est plus forcément. Et ça veut pas dire qu'on est d'humeur, qu'on n'est pas fiable. C'est tout simplement qu'on est des êtres vivants en constante évolution et que bah, c'est écouter aussi ce qui est en fait encore juste ou pas pour nous à ce moment-là et de re-questionner régulièrement le système qu'on a mis en place aussi dans le couple. Parce que tout ça, c'est évolutif en fait. Oui, ça me fait penser à un couple qui régulièrement refaisait un contrat quelque part pour le cas où ils se séparaient, pour que les choses soient claires et que ce ne soit pas une problématique par la suite. Donc on peut se dire, oui, c'est bizarre de prévoir ça. Mais en fait, le fait pour eux, en tout cas, d'être dans cette clarification, leur donnait un espace de sécurité et ils savaient que régulièrement, on pouvait remettre ce genre de contrat à jour en fonction de l'évolution et, et ça sécurisait tout le monde. Donc c'est toujours dans cette veine de la communication et de savoir que les choses ne sont pas forcément acquises et peuvent évoluer. Est-ce que vous voulez nous partager pour ceux qui sont présents, soit dans le chat, soit avec le micro, peut-être un exemple de défi que vous rencontrez dans la relation, que vous soyez ou pas en couple, hein, ça peut être que vous avez vécu dans vos, dans vos relations. Non, pas forcément. C'est OK. En tout cas, nous, ce qu'on a pu constater dans ce qu'on observe en tout cas, c'est que la base de la base, c'est vraiment de pouvoir rétablir, si c'est pas le cas, la sécurité émotionnelle et la confiance dans le couple. C'est très très difficile dans la relation en fait de pouvoir aller sur ce chemin de l'intime et de donner un nouveau souffle à son couple si en fait on n'a pas d'espace sécure pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Donc ça c'est vraiment la première base, c'est la sécurité intérieure, la sécurité émotionnelle dans son couple. Et de pas forcément réagir à chaud et des fois voilà, attendre un petit moment que
ça peut être court, hein, mais de pouvoir voilà, parler avec un petit peu de recul et pouvoir exprimer voilà, en sécurité et en toute bienveillance ce qu'il y a à dire et à exprimer en fonction de ses besoins ou de ce qui a été ressenti difficilement. Oui, ça c'est vraiment important comme point. C'est ce qu'on appelle aussi l'écoute active, qui est pas toujours facile à mettre en place parce qu'en fait, en tout cas de ce qu'on a pu observer de nos expériences respectives ou autour de nous, c'est qu'on nous l'enseigne pas en fait. Depuis qu'on est enfant, on nous enseigne très rarement l'écoute active. Moi, j'ai eu une formation en fait en tant qu'adulte, je me suis formée à ça, mais c'est vrai qu'on me l'avait pas transmis avant. Qu'est-ce que c'est l'écoute active? Et ça, c'est vraiment très très important. C'est-à-dire, l'écoute active, c'est de pouvoir être en capacité d'écouter l'autre quand il se dépose, quand il a quelque chose à dire, sans intervenir, sans venir avec un conseil, sans juger, mais vraiment en accueillant ce que l'autre dépose, et du coup, de valider le ressenti de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ressent la même chose, ça ne veut pas dire qu'on... Il n'y a pas de question en fait de d'accord ou pas d'accord, puisqu'en fait, un ressenti est un ressenti. Donc quand quelqu'un s'exprime dans ce qu'il ressent, on ne peut que l'écouter et valider son ressenti, puisqu'en fait, ça ne peut jamais être remis en question, un ressenti. Donc ça, c'est vraiment très important. Et dans nos sociétés, l'écoute active, elle est assez rare, en fait. Très souvent, il y a ce mécanisme un peu qui se met de quelqu'un qui se confie, qui dit quelque chose, et on veut justifier, ou on veut aider, ou on arrive avec un conseil, ou un jugement. Et ça, c'est vrai que un outil vraiment très intéressant à mettre en place dans la communication. Didier, tu veux prendre la parole? Tu peux activer ton micro si tu veux échanger. Oui, oui, normalement, vous devriez m'entendre. Je l'ai activé là. Oui, ouais, Je suis ouais. désolé, j'ai pris la conversation en cours de route et tout à l'heure, j'ai pas été assez réactif quand tu as demandé si on voulait prendre la parole. Et ça tombe bien parce que c'est précisément par rapport à ce que tu viens d'évoquer. On avait pris l'habitude, donc, avec ma précédente compagne, de faire un exercice de parole, ce qu'on appelait un exercice de parole, toutes les semaines. Donc, une fois par semaine, en général, en fin de semaine, le dimanche. Et cet exercice de parole, c'était précisément donc d'exprimer nos émotions, notre état émotionnel du moment. Et c'était absolument sans dialogue, hein. C'était l'un s'exprimait après l'autre. On avait un timer et donc on était purement et simplement l'autre était dans l'écoute. Et c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est justement cet espace de sécurité dont Sylvain parlait tout à l'heure. Hmm. On savait que quoi qu'il arrive, on pouvait éviter dans la semaine les réactions à chaud et qui sont la plupart du temps très néfastes. Et on savait qu'on potentiellement, ben, déjà, on allait retravailler un petit peu nous sur l'événement, donc pour le repasser à la moulinette, et puis après, on en rediscutait en fin de semaine. Et c'est très confortable et plutôt très positif. Merci. Merci Didier pour ton témoignage. Et c'est amusant parce que c'était justement un des tips, un des conseils qu'on s'était noté à vous partager. Donc c'est super que tu le partages comme ça en live, en vécu, parce que ouais, c'était vraiment quelque chose justement qu'on conseille aussi également, de pouvoir avoir ces espaces-là justement. Sur la sécurité, ouais, tout à fait. Mm. Et Ouais. sur les espaces de communication, c'est-à-dire que des fois, comme il y a des journées très chargées dans le couple, on peut pas toujours tout régler des fois à la fin de la journée parce que ouais, des fois c'est voilà des boulots très prenants, la charge familiale, etc. qui fait que c'est pas toujours possible de se poser pour régler ça. Et parfois on a besoin de digérer aussi ce qui vient de se passer, hein, digérer dans le sens aussi prendre du recul et pouvoir poser des mots dessus. Et donc ça c'est une super idée. Enfin nous on valide Et complètement pour les cette. personnes qui osent pas parler, ben du coup, c'est un moment qui est dédié et forcément, ça permet de libérer la parole parce que c'est prévu, c'est un moment qui est prévu. Et c'est vrai que Oui, c'est important, ouais. Ouais. ouais, tout à fait. Bah, au début, Ah, On t'a perdu, Didier. et même j'étais terrorisé. Et donc, quand on met un timer, par exemple, 20, 25 ou 30 minutes, on dit, mais c'était pas possible, je n'ai rien à dire, je ne tiendrai absolument pas 20, 30 minutes. Et en fait, la plupart du temps, c'est trop court. Donc, une fois qu'on a pris l'habitude de discuter
de parler, de s'exprimer, et puis qu'on est en sécurité justement, ben, finalement, on trouve que le temps est trop court, hein. Donc, c'est effectivement des beaux espaces. Donc 25 minutes, c'est bien, tu penses, ouais. Ouais, 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 Super. ouais, 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 Et c- ouais, c'est entre 20 et 30 minutes, c'est bien, ouais. Après, ça, c'est à moduler en fonction ça, c'est un contrat, entre guillemets, à mettre en place dans les couples. Oui, C'est oui, oui, modulable, bien Mais ça sûr. te donnait déjà une idée de départ, comment se lancer, parce que c'est vrai qu'on peut ne pas savoir au départ comment procéder. Donc ouais, ouais. ça donne, on va dire, un petit mode d'emploi pour mettre en place cette pratique. Mm. Mm. Et c'est vrai que c'est d'être à l'écoute des profils aussi. Moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup de mal à me coucher avec une tension. C'est-à-dire que si j'ai une tension dans mon couple, pour moi, c'est quasiment impossible de dormir en fait, si j'ai pas désamorcé la chose. Et donc, mais par contre, c'est possible que si la personne qui est avec moi, mon compagnon, est aussi OK pour a aussi le temps et l'espace, voilà, pour désamorcer ça à la fin de la journée. Donc, du coup, c'est aussi s'écouter. Est-ce que c'est possible de désamorcer des fois, bah, quand on En vit urgence. la chose, la tension en tout cas. Et en même temps, c'est super de se faire quand même des rendez-vous chaque semaine, à la fin de la semaine, parce que ça fait un rendez-vous de couple aussi où on peut un peu poser, avoir un temps pour poser les choses et s'écouter. Il y a aussi les rendez-vous pour se retrouver d'une façon différente, pour le temps. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Et ça va de pair avec le fait de prendre des rendez-vous pour le couple en fait, parce qu'un couple, bah, ça se nourrit en fait, ça se nourrit au quotidien, une relation de façon générale se nourrit dans, dans, dans des Les petites actes, choses, dans des actes aussi du quotidien. Et parfois, bah, quand on a la tête dans le guidon, c'est très compliqué. C'est un des premiers endroits souvent qui est mangé parce que quand on a le travail qui passe en urgence, les enfants qui passent en urgence, dans les priorités en tout cas la répartition du temps, les rendez-vous amoureux ont tendance à passer parfois un peu à la trappe. Et donc du coup, ça peut paraître un peu pas très spontané, mais c'est très précieux de se prendre des rendez-vous de couple en fait. mm, des vrais moments de présence à l'un à l'autre. Ouais. Mm. C'est ça. Ça n'empêche pas la spontanéité du quotidien, mais, euh, mais voilà. Mais en plus, enfin, Didier a soulevé un point aussi important, en tout cas, enfin, pour rebondir sur ce qu'avait dit Sylvain, c'est vraiment aussi cette notion de sécurité. Donc ça, c'est vraiment important, en tout cas, d'avoir un espace où on se sent euh, on peut déposer sans être jugé et c'est ça que je voulais ajouter, c'est que ce qui est partagé dans ces espaces-là, c'est vraiment très important que ça ne soit pas repris par l'autre dans des moments de tension ou à d'autres moments, parce qu'en fait, on s'ouvre à cœur ouvert, c'est un espace pour qu'il soit justement, pour qu'il reste sécure, il faut le protéger. Ça veut dire que tout ce qui est partagé dans ces moments, dans ces espaces-là, ne doit pas être utilisé contre l'autre euh, Alimentation lors d'une chamaille, dans une chamaillerie, tension. dans une Voilà. tension. Ouais. Ça, c'est vraiment important que ce qui se dit dans cet espace, voilà, est accueilli dans cet espace et soit pas utilisé après. C'est ce qui garantit justement aussi cet espace de sécurité. Ça peut être quand vous vous retrouvez en fait avec l'autre et que vous avez besoin de déposer ou voilà de dire des choses qui sont pas toujours faciles à dire. C'est de prendre un temps déjà pour vous avant pour respirer, donc un temps de pour faire partir un peu, en tout Les cas pour tensions. diminuer un peu les tensions qui peuvent être potentiellement présentes et le stress, hein, parce que ça peut générer un stress aussi, hein, d'avoir à dire des fois à la personne qu'on aime des choses qui sont pas confortables. Donc de pas arriver en tout cas à chaud avec ça, de prendre un temps de respiration, de présence, d'ancrage à soi. Et avec l'autre, si l'autre est ouvert à ça, parce que bien sûr ça nécessite que l'autre soit ouvert à ça, euh, de pouvoir un temps de connexion, donc ça peut être de se regarder, prendre un temps pour se regarder dans les yeux, un temps peut-être pour respirer ensemble, pour se prendre les mains,
pour se relier à l'amour qui est qu'on partage. Parce que parfois, en fait, on oublie que dans ces espaces-là, on peut des fois dire des choses qui sont pas faciles, des choses voilà sur nos ressentis, des choses qu'on vit qui sont pas toujours confortables. Et donc c'est depuis quel espace on le fait. On va pas s'exprimer de la même manière, suivant si on s'exprime depuis un espace de peur ou de blessure ou si on s'exprime depuis l'espace du cœur, je suis en train de partager une peur, je suis en train de partager une blessure peut-être, mais je me suis reliée avant à l'amour qui m'unit à l'autre personne. Et donc du coup, il se passe quand même pas la même chose dans la façon de transmettre le message. Tout à fait. Parce que si je partage justement cela, c'est pour nourrir cet amour, en tout cas le préserver et ne pas l'entacher de ses difficultés et les transcender. Mm. Mm. Ça fait penser aussi, bah, justement, parce qu'on parle d'amour et de connexion au cœur, à une autre base. On a parlé de la base de la présence et de l'ancrage, et une autre base très importante pour arriver à avoir une relation de qualité, ça passe par l'amour de soi. Alors c'est un chemin, c'est tout un chemin l'amour de soi, parce que là encore, on nous a pas forcément appris depuis qu'on est enfant. Donc c'est vraiment un cheminement, mais c'est une base fondamentale parce que quand on s'aime pas soi, enfin c'est difficile d'aimer les autres pleinement quand on s'aime pas soi. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'amour qui est proportionnelle à celle qu'on a aussi pour soi. Tout à fait. Est-ce que tu Mm. veux partager un peu aussi ton approche sur l'amour de soi? Ben, l'amour de soi, c'est aussi pour moi se respecter. C'est important. Euh, Parce que sinon, on peut très vite être dans le sacrifice en pensant que c'est de l'amour, c'est-à-dire je fais ça pour l'autre, et en fait, quelque part, la personne en face ne demande pas forcément qu'on se sacrifie pour elle, et c'est nos peurs et nos projections euh, qui peuvent créer cet élan, en tout cas de sacrifice. Et l'amour de soi, c'est ben non, c'est d'abord qu'est-ce qui est important pour moi, quel est mon besoin et comment je vais le respecter, l'exprimer sans blesser l'autre. Du coup, ça veut dire que pour être vraiment bien dans sa relation, pour se sentir bien dans son couple, ça commence déjà par se sentir bien avec soi. Forcément, quand on se sent pas bien avec soi-même, ça va être projeté aussi dans le couple. Inconsciemment, bien sûr, hein, c'est tout ça, c'est c'est souvent très inconscient. Mais du coup, c'est vraiment, en fait, le cheminement pour se sentir bien à deux, il commence par se sentir bien seul. Parce que vous n'allez pas du tout vivre la même chose dans votre relation si ça part d'un espace où vous vous sentez plein et vous vous aimez et votre cœur est déjà rempli d'un certain amour pour vous. Vous n'allez pas arriver dans la relation de la même manière que si vous avez besoin d'être rempli de l'amour de l'autre. Et s'il y a une forme de dépendance justement à l'amour de l'autre pour vous sentir complet, pour vous sentir aimé. Donc ça vient pas du tout vibrer de la même manière, on vient pas vivre les mêmes choses. Et quand on dépend de l'amour de l'autre, c'est très intense en termes de projection et en termes d'attente. Et du coup, ça cristallise énormément de tensions quand l'autre agit peut-être pas comme on avait pensé et qu'on se sent du coup pas aimé parce qu'il agit comme ça, par exemple. C'est Tu voulais beaucoup, ajouter c'est beaucoup moins confortable. Tout à c'est fait. beaucoup moins confortable, c'est sûr. Et il peut y avoir, enfin ça c'est très très courant dans, moi je l'ai vécu, je peux le partager parce que ça a vraiment été quelque chose que j'ai vécu dans plusieurs relations, de vivre la dépendance affective. Et en fait, j'avais l'impression que quand j'étais en relation, quand j'étais amoureuse, j'avais une part de moi qui pensait, qui s'était convaincue que si je perdais l'autre, je mourrais quoi. Enfin j'ai traversé dans certaines de mes relations vraiment cette dépendance où c'était tout pour la relation. Donc je me sacrifiais pour la relation dans le sens, sacrifice dans le sens je n'écoutais pas mes besoins, je ne respectais pas pleinement mes besoins.
parce que j'avais cette croyance qu'il fallait que j'agisse ainsi pour préserver la relation. Et en fait, comme j'étais pas complètement dans cet amour pour moi-même, que j'étais complètement dépendante de l'amour de l'autre, j'avais l'impression que mon monde pouvait s'effondrer en fait si je perdais l'autre. Donc c'est c'est un espace qui est pas du tout confortable et qui fait vivre des relations souvent qui sont très intenses parce qu'on s'attire en miroir hein, l'un et l'autre, mais qui sont aussi qui génèrent aussi beaucoup de souffrance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous voulez partager quelque chose sur l'amour de soi? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est facile, acquis, en chemin, compliqué? Est-ce que vous avez eu justement des expériences où vous voyez ce lien avec la relation de couple? Oui, je partage complètement ce que tu viens de dire, Merci Didier. très clairement. Et c'est très compliqué, hein. C'est un vrai chemin, ça, hein. Un vrai C'est un vrai chemin, ouais. Mm. c'est probablement, pour ce qui me concerne, quoi, le chemin le plus difficile, hein. Oui. Ouais, ouais. Je- Mais c'est la clé, ouais. Complètement. Parce que c'est vrai on confond souvent, on nous a montré que s'aimer en premier, c'était comme si c'était égoïste ou nombriliste. Et on a un petit peu ce côté un peu derrière et que c'est plus chevaleresque de, de- 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 d'être vraiment pour l'autre, d'aider. Donc il y a des syndromes des sauveurs, il y a tous ces placements et en fait, qui sont pas forcément justes si nous, on ne s'est pas écouté au départ et qu'on n'est pas nourri d'un endroit. Mais il y a vraiment cette pression un peu sociétale. On se dit, si je pense d'abord à moi, c'est égoïste parce que voilà, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai tout ça. Mais c'est vrai que même en tant que thérapeute, par exemple, euh, comment je vais aider l'autre si je me soigne pas moi-même? Si j'ai pas traversé certaines choses, comment je vais pouvoir lui apporter des solutions? Donc en fait, c'est la même chose dans le couple. Quelque part, on est obligé de passer par soi, de guérir ses plaies. Et ça, c'est l'amour de soi, c'est aussi prendre soin de soi. Ça commence par là. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mm. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Didier? Non, 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 c'est tout à fait juste. Ça sonne juste pour moi, oui. Prendre soin de soi, c'est permettre de mieux s'ouvrir à l'autre. Ça, c'est vraiment fondamental. Et pour en faire le lien avec l'intime, notamment avec la sexualité dans le couple, moi, donc j'accompagne essentiellement des femmes. Et c'est vrai que beaucoup de femmes ont une problématique de rapport avec leur corps. C'est quelque chose qui ressort très très fréquemment. C'est très très rare quand même, il y en a, mais c'est très rare les femmes qui me disent, moi j'aime mon corps, j'adore, je suis très à l'aise et tout. Il y en a heureusement. Mais c'est vrai qu'une majorité de femmes que j'accompagne, il y a quand même, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un truc qui est pas assumé dans le corps ou un endroit qui est pas confortable. Et en fait, ça a des répercussions forcément dans l'intimité parce que quand on se sent pas forcément bien dans son corps, c'est très difficile de lâcher prise, même avec son partenaire, même si on sent son amour. Il peut y avoir des résistances parce qu'en fait, soi-même, comme on s'aime pas, on peut avoir tendance à se fermer dans ces cas-là, dans certains endroits en fait de cet inconfort. Et je voulais partager parce que c'est vrai que on en discutait avec Sylvain, c'est assez féminin. Ça ne veut pas dire que ça ne concerne que les femmes. Les hommes, bien sûr, peuvent aussi ne pas être à l'aise avec leur corps. Mais Sylvain me disait, c'est vrai que beaucoup d'hommes se demandent, mais en fait, on ne sait pas trop comment agir quand notre femme, notre compagne, nous fait part que, bah, Oui, tu me trouves pas un petit peu grosse ou trouves pas que j'ai pris un peu du ventre? Donc, que répondre à ces moments-là? C'est toujours la question. Et c'est vrai que parfois, le compagnon ou la compagne, parce que bien sûr, ça peut, enfin, c'est ça, il n'y a pas de sexe, même si ça concerne essentiellement, en tout cas, des femmes, en tout cas de celles que j'accompagne. Euh, pour bien faire, parfois, la personne en face va vouloir rassurer en disant, mais non, t'es très belle, mais non, t'es pas grosse,
mais il y a pas de problème, je te trouve très bien comme ça. Et en fait, ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que la personne en face, elle essaye de rassurer la personne qu'elle aime, avec qui elle veut partager une intimité. Euh, et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que très souvent, la femme, quand elle exprime ça, bien sûr qu'elle a besoin d'être rassurée, de voir, de se sentir aimée et belle dans les yeux de la personne qu'elle aime. Mais il y a aussi le besoin d'être validée dans son ressenti. C'est-à-dire que lui dire mais non, t'es pas grosse et elle se trouve grosse, en fait, c'est pas ça qui résout la vraie problématique. C'est ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir ouvrir en tout cas l'espace à la femme ou à la personne en tout cas qui exprime ce malaise, de la rassurer sur le fait qu'on la trouve désirable, ça c'est une chose bien sûr, mais aussi d'ouvrir à de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à te sentir mieux? Qu'est-ce qui t'aiderait? Et ça permet d'ouvrir aussi à la discussion et de quelque chose de constructif pour soutenir la personne aussi dans son ressenti. Ça valide son ressenti. On la rassure sur le fait on peut la rassurer sur le fait qu'on la trouve toujours désirable, mais en tout cas d'ouvrir le champ des possibles bah, en fait, je sais pas trop comment réagir, mais il suffit de demander à l'autre. Est-ce qu'on pose la question souvent dans le couple, de quoi as-tu besoin? Oui, la question des besoins, c'est vrai que enfin, c'est vraiment fondamental et de poser la question à l'autre et de se poser la question à à soi. soi. Donc de s'interroger aussi soi sur, bah, j'observe ça, j'ai telle et telle problématique dans mon couple ou avec moi-même ou dans mon intimité. Et du coup, de poser ça et de mettre des mots sur les besoins qu'on peut avoir. Oui, je voudrais réagir, poser ses besoins, oui, c'est bien, mais est-ce qu'on est vraiment là pour répondre aux besoins de l'autre? En fait, Si, l'autre peut exprimer si ses on besoins. y répond, enfin, non, je reformule peut-être différemment. Si on y répond tout naturellement, sans avoir à faire d'efforts, et oui, je dirais que bah, c'est l'alchimie du couple, mais si on est à un moment donné obligé de faire des efforts et d'aller presque contre soi, Donc bah, se ça devient sacrifier. Donc se sacrifier. exactement, ça devient compliqué. Mm. Ouais. Ouvrir des espaces pour exprimer ses besoins, en tout cas quand on exprime son besoin, ça ne veut pas dire que l'autre va pouvoir y répondre. Mm. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, l'autre l'a entendu. Et après, c'est à voir comment on peut répondre ou pas à ce besoin. Et en fait, on l'exprime à l'autre, mais si l'autre peut pas y répondre, il peut pas y répondre. Donc c'est après se poser la question de soi-même à soi-même, comment je peux faire pour gérer ce besoin-là? Mm. Puisque de toute façon, l'idée, c'est de pas être dépendant de l'autre. Eh oui. Après, on peut avoir des envies dans ce qu'on veut vivre dans le couple, dans l'intimité, et l'autre peut y répondre ou ne pas y répondre. Et du coup, après, si c'est quelque chose de très important pour soi, se pose la question ben, pour moi, c'est vital de pouvoir avoir ça quand je partage une relation amoureuse. La personne en face peut pas me l'offrir, parce que ce serait pas, pour elle, ce serait pas se respecter aussi dans un besoin profond pour elle. Mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, ben, c'est à voir, comment le couple décide ce qu'il décide de faire par rapport à ça, en fait. Si c'est trop important, si c'est quelque chose auquel les deux ne veulent pas renoncer, c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est pas un chemin qui garantit que le couple va vivre 60 ans ou 70 ans ensemble sans... L'important, c'est l'authenticité, c'est d'être Mm. authentique et vivre quelque chose d'authentique et connecté. Et c'est vrai que si on aborde des sujets de vérité et de besoin et qu'en fait on s'aperçoit que en fait à un moment donné c'est pas possible. Donc on peut donner les explications, expliquer pourquoi moi je peux pas répondre à ça parce que j'en suis pas là et que c'est trop difficile pour moi. C'est ok. Et après bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, mais au moins les choses sont dites et il n'y a plus de masque. Moi j'ai remarqué donc j'anime et je suis aussi des cercles de parole d'hommes. Et c'est très intéressant de voir les différents témoignages parce qu'on vit les choses tous différemment. Mais j'ai remarqué souvent
que pour plaire, même au début d'une relation, quelqu'un qui est célibataire, qui veut plaire à quelqu'un, euh, ben, cette personne va mettre un masque pour plaire, euh, comme une identité, en se disant ben, peut-être que si je me présente comme ça, alors ça peut commencer même sur un site de rencontre, on dit ben, ça va plaire, ça matchera mieux, ou je ne sais quoi. Et puis, et du coup, on s'oublie un petit peu de qui l'on est vraiment. Et donc, on va attirer une personne ben, qui est attirée par ce qu'on a montré. Et cette personne-là, elle aussi, elle peut avoir mis un masque pour se montrer sous un autre. Et, et donc, ben, au fur et à mesure, quand la relation, ben, elle prend un petit peu du temps, enfin un petit peu voilà, d'expérience, ben, se dire, ben, en fait, on se rencontre plus là-dessus. Mais en fait, quelque part, on s'était jamais rencontré là-dessus. Parce on s'est rencontré pas forcément de manière authentique. Et donc, enfin, voilà, moi, je trouve que cette notion d'authenticité, c'est se respecter, c'est l'amour de soi, on y revient, Mm. euh, ben, permet aussi d'attirer ben, une personne qui nous correspond plus et vice-versa. Je ne sais pas si ça répond un peu. Oui, oui, tout à fait, ouais, 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 clairement. Et on Oui. est encore une fois, on est des êtres en évolution constante. C'est ça qui rend aussi Mm. l'aventure de la relation à deux si complexe. C'est que, en fait, soi-même, on évolue constamment au fil du temps, au cours de sa vie. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de revoir des fois, peut-être 20 ans après, des amis d'enfance, ou enfin des personnes que vous avez connues quand 20 ans ou des fois 30 ans en arrière et que vous vous retrouvez. Il y en a où sur certains points on se rencontre et puis en fait on a l'impression que rien n'a bougé. Et puis, mais il y en a avec qui des fois bah, on se rend compte aussi que oh là là, la personne elle a fait un changement, une évolution. C'est comme si c'était une autre personne des fois qu'on a devant soi parce qu'en fait la vie, tout ce qu'elle nous amène à vivre, c'est aussi des expériences qui nous amènent à évoluer, à cheminer. Et il y a des choses qui étaient valables à un certain moment de notre vie qui ne le sont plus. Et du coup, dans le couple, dans la relation à l'autre, ben, c'est quelque chose qu'on est obligé de réinterroger régulièrement. Et il y a des couples qui fonctionnent très très bien ensemble toute leur vie pendant, voilà, ils fêtent leurs 60 ou 70 ans de mariage et ça fonctionne très très bien et c'est magnifique. Et il y a des couples où c'est pas possible parce qu'effectivement, l'évolution dans leur couple, soit que la rencontre déjà à la base, il y avait quelque chose qui était de toute façon un peu faussé avec cette histoire des masques. Soit aussi, bah, l'évolution fait qu'à un moment donné, on se rencontre plus. Et voilà, et c'est la vie en fait. La vie est mouvement et impermanence. Après, nous, ce qu'on vous propose, c'est plus un chemin pour du coup d'abord se rencontrer soi, pour rencontrer l'autre depuis un espace plus juste, plus authentique, et tout ce on va partager aussi sur des choses plus liées à l'intimité, tout ce qui permet aussi bah, de venir nourrir la relation. Après, c'est pas ça qui va faire forcément que vous allez rester 50 ou 60 ans ensemble. C'est vraiment, on est plus sur l'aspect Qualitatif, qualitatif ouais. du lien, et tant que les personnes arrivent à se retrouver là-dedans. Et en tout cas, ça évite aussi d'être dans des relations maltraitantes, parce que quand on est dans cette voie-là, quand on rentre dans cette voie de l'amour de soi, dans cette voie de l'intime, dans ce chemin-là, il y a beaucoup moins de risques de se retrouver enfermé dans une relation maltraitante. Bon, du coup, on peut vous partager des choses un peu plus aussi sur comment on fait pour nourrir aussi dans l'intimité, comment on fait pour nourrir un peu ce lien intime, parce que l'intimité, c'est une voie importante de partage dans le couple. Ça vient nourrir le couple à plein d'endroits. Et donc, du coup, voilà, on avait envie de partager avec vous ce qu'on avait observé, cheminé par rapport à tout ça. Complètement. Et c'est vrai que ben, l'apport de certaines pratiques, comme dans le tantra, par exemple, nous ont paru très pertinentes et qui fonctionnent bien. En tout cas, c'est souvent ce qui est relaté et expérimenté aussi, en tout cas de notre côté. Et ça commence toujours par cette présence à l'autre. C'est-à-dire que
quand on décide de passer un moment ensemble, on, on passe un moment ensemble. On n'est plus sur les téléphones, on n'est plus sur ce qu'on a fait dans la journée, ou ce qu'on a envie d'atteindre. Donc, ça, on en parlera aussi, c'est-à-dire euh, euh, des fois, il y a des personnes qui, dans leur intimité, elles sont encore dans leur tête euh, parce que ils veulent avoir un orgasme ou il y a tous ces besoins ou se décharger d'une journée qui a été harassante et tout ça. Et donc, ça part pas de ce moment de connexion. Et donc, pour nous, enfin, le, le point vraiment important, c'est déjà se connecter, être ensemble, voilà, respirer. Et là, il y a des moyens qui sont... il y a plein de moyens différents d'y arriver. Les chemins de connexion, euh, pour arriver à cette profondeur, en tout cas, ce moment où on peut partager un bon moment, ça va être l'utilisation des sens. C'est une idée qui est intéressante, en tout cas, à expérimenter. C'est vraiment de se focaliser sur les différents ressentis. Donc ça peut être l'odeur de sa partenaire ou de son partenaire, vraiment humer, ressentir ce que ça nous fait, ou être dans le toucher, un toucher très conscient par le massage ou par des caresses ou par voilà, tout type de toucher, euh, Par la vue, par la vue, prendre le temps de se regarder. les yeux dans les yeux pendant un moment. Prendre le temps de se regarder, oui, ça peut être dans les yeux, mais ça peut être... Il y a des pratiques qu'on fait aussi dans les stages tantra, des fois de prendre le temps de regarder une partie Partie. du corps de son ou sa partenaire, par exemple, comme si on le découvrait pour la première fois, et vraiment de prendre plusieurs minutes pour regarder comme, voilà, comme un cadeau qu'on ouvrirait à Noël et qu'on découvre la beauté du corps de l'autre. Donc c'est, en fait, c'est une façon de recréer des nouveaux chemins aussi avec son ou sa partenaire qu'on peut des fois côtoyer depuis plus ou moins longtemps et d'autant plus quand ça fait de nombreuses années de pouvoir venir rafraîchir ce regard-là Se avec redécouvrir. ouais, se redécouvrir avec un œil nouveau, avec un œil plus neuf. Moi, j'aime bien cet esprit toujours d'explorateur. Mm. En continuelle recherche, d'observation, de curiosité, de- et du coup, forcément, quand on explore, on est dans le moment. On est dans le moment de qu'est-ce qui se passe si je fais ça, comment la personne réagit, comment moi je ressens ça. Et c'est des chemins. Euh, qui nous font oublier les buts ou les journées. On est vraiment dans le moment quand on est dans l'exploration, comme un enfant quelque part aussi qui explore de nouveaux terrains, de nouveaux jeux. Et cet esprit-là, ben, ça rend les relations toujours différentes. Enfin, Oui, garder cette curiosité, parce que c'est vrai que parfois, en tout cas quand on est dans des relations plus longues, il peut y avoir une sorte de routine qui se met en place. On connaît les habitudes de l'un, on connaît les habitudes de l'autre, on sait qui ce qui fonctionne, fonctionne. Je sais comment faire jouir ma femme ou mon mari, parce que ça marche bien, on l'a testé et approuvé. Et en fait, de garder un peu, se laisser des espaces où, de temps en temps, comme si on avait rendez-vous avec son amant, son amante, enfin, comme si on se laissait, on repartait en terre inconnue pour se redécouvrir et justement casser aussi avec certaines habitudes, certains chemins, parce que du coup, une des bases aussi pour une intimité en fait vivante et vibrante, c'est d'aller explorer des chemins inconnus. Euh, Surtout dans la société dans laquelle on est, où en fait, on a l'éducation sexuelle globalement, elle s'est faite essentiellement par des médias divers et variés. Suivant les générations, on a plus ou moins eu accès à certains types de médias qui parlent de sexualité ou qui montrent de la sexualité. Plus bah, après l'entourage, ce qu'on a pu entendre ou voir, enfin voir dire ou voir faire dans l'entourage.
dans nos expériences respectives avec nos premiers amours, etc. Et en fait, malheureusement, on est dans une société de sexualité de décharge. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est la désexualité de décharge? C'est encore plus parlant pour un homme. Oui, pour un homme, souvent on parle dans la sexualité d'orgasme en pic, c'est-à-dire qu'en fait, on a cette excitation qui, bon, mais du coup, nous donne une érection et qui, en fait, comme si ça allait, le but c'était d'aller à l'éjaculation et que c'était là une décharge et après on était vidé, enfin on est vidé et puis c'est fini. Euh, et donc du coup, c'est souvent en même temps une décharge émotionnelle, de tension qu'on a pu avoir. Donc il y a un côté euh, euh, pas nourrissant dans la relation en fait. Et donc ben forcément, dans le couple, ça peut assez rapidement lasser. Chez les femmes, ça existe aussi, cette notion-là. Oui, en fait, la sexualité de décharge, elle existe chez les hommes comme chez les femmes. Chez les femmes, c'est très facilement ce qu'on va toucher quand on part sur un orgasme clitoridien, par exemple, qui est aussi ce type d'orgasme en pic, qui après redescend très très vite. Mais on peut l'avoir aussi, cette sexualité de décharge, en fait, dans un orgasme aussi vaginal, avec une activation du point G. En fait, à partir du moment où, en fait, il y a une décharge d'énergie qui arrive avec l'orgasme, on est dans ce qu'on appelle la sexualité de décharge. C'est-à-dire qu'on Mm. perd, l'énergie sort de notre corps. Et ça, c'est en opposition avec une autre forme de sexualité qu'on nous enseigne pas et qui, voilà, pour laquelle, en tout cas, nous, on a découvert dans nos cheminements respectifs au cours de notre construction et de notre vie, qui est une sexualité beaucoup plus en expansion de circulation de l'énergie sexuelle. Et en fait, quand on garde l'énergie sexuelle à l'intérieur de soi, quand on la fait circuler, cette énergie sexuelle vient nous nourrir, ça ouvre des portes à plein d'autres choses, puisqu'on est des êtres multi-orgasmiques. L'acte sexuel n'est pas du tout obligé de s'arrêter à À l'orgasme. au premier orgasme, on va dire. En tout cas, ce qui est très connu pour les hommes, par exemple, souvent le rapport sexuel s'arrête à l'éjaculation. Et pour les femmes, ça peut venir clôturer, du coup, pour elles aussi, en tout cas dans les rapports hétérosexuels, ça peut clôturer le rapport sexuel du fait qu'il y a eu éjaculation pour l'homme. Les femmes auront tendance à plus facilement expérimenter le fait qu'elles sont des êtres multi-orgasmiques parce que pour avoir échangé avec beaucoup de femmes qui ne font pas forcément circuler leur énergie sexuelle, elles ont pu déjà sentir qu'elles pouvaient avoir différents types d'orgasmes. Après, c'est vrai que quand on expérimente et quand on rentre dans cette pratique de la circulation de l'énergie sexuelle, on voit vraiment un gap énorme dans ce qu'on peut ressentir, dans ce qui peut s'ouvrir, dans ce qu'on peut vivre entre la sexualité de décharge et la sexualité où on fait circuler l'énergie sexuelle. Et donc ça, c'est vraiment l'idée reçue déjà numéro un pour les hommes. Ouais. Si tu pouvais la résumer, l'idée reçue Ouais, numéro un. c'est que on ne peut pas avoir d'orgasme sans éjaculer. Donc ça, c'est une idée reçue qu'on retrouve très souvent. Et ben non, en fait, on peut avoir des orgasmes et plusieurs orgasmes sans éjaculer. Et on peut avoir de longs rapports sans éjaculer, passer des semaines sans éjaculer en ayant des rapports régulièrement et en prenant autant de plaisir, voire bien plus. Et ça, c'est vrai que c'est peu communiqué. Chez les taoïstes, c'était gardé très secret. C'est-à-dire il y a plus de 6000 ans déjà, des textes très anciens qui étaient sur l'art de la chambre à coucher et qui étaient transmis uniquement aux empereurs. euh, Parce qu'ils avaient un besoin de longévité, en tout cas une quête, c'est toujours la quête de l'immortalité chez les taoïstes. Et la sexualité faisait partie, comme la médecine chinoise, donc ça fait partie de la conservation de l'énergie, faisait partie
de ces éléments, en tout cas, de conservation de l'énergie. C'est que dans les années 70-80 que ça commençait à être communiqué au grand public, parce que on va dire que c'est d'utilité publique, parce que ça permet de garder son énergie, de se sentir bien, puis pour la femme, elle en profite aussi, forcément. Donc il commence à avoir voilà, de plus en plus de communication autour de ça. Le tantra en parle aussi à travers la tradition indienne. Donc c'est pas nouveau, mais c'est peu communiqué, en tout cas en Occident. Qu'est-ce que tu répondrais aux hommes qui te disent qu'ils ont lu des études comme quoi c'est pas du tout bon de garder justement, de ne pas éjaculer, que ça peut provoquer des problèmes, que physiologiquement ça peut être même très douloureux. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes-là? Alors je dirais, ils n'ont pas tort, dans le sens que si il n'y a pas un travail qui est fait pour faire circuler cette énergie-là, en effet, ça peut être très inconfortable, voire très douloureux. Et en même temps, pour la prostate, donc c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé. Mais du moment où l'énergie est mise en circulation, il n'y a plus aucun problème de ce côté-là et voilà, de contre-indication. Euh, ça se passe très bien. Et la façon de voir aussi si on arrive à faire bien circuler l'énergie, c'est-à-dire que même si on éjacule, mais qu'on a fait bien circuler, il n'y a pas cette phase réfractaire qu'on a la plupart du temps après une éjaculation. C'est-à-dire, on peut conserver une érection, ou en tout cas on n'est pas fatigué, on ne va pas piquer du nez, on peut garder au contraire une clarté mentale, une sensation euh, d'ouverture, voilà, de connexion importante. Et pour les femmes, c'est pareil. Du coup, c'est vrai que faire circuler cette énergie sexuelle, c'est une énergie de vie, hein. L'énergie sexuelle, c'est une énergie de création. Donc, plutôt que qu'elle sorte de notre corps, c'est vrai que de pouvoir la faire circuler dans le corps, ça ouvre plein d'autres portes. C'est aussi une énergie qui est très forte de transmutation. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, quand on ouvre la voie du plaisir, on ouvre aussi, ça permet des fois de libérer des choses dans le corps. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle, en rentrant en circulation, elle peut aussi aider et soutenir la libération de choses, de tensions qui se sont cristallisées, de blessures qui se sont cristallisées. Parce qu'en fait, notre capacité à ressentir le plaisir est proportionnelle aussi à notre capacité à accueillir l'inconfort. C'est-à-dire que quand on se ferme, et ça je le vois beaucoup chez des femmes que j'accompagne, euh, il y a des femmes qui sont très fermées, qui me témoignent qu'elles sont assez fermées au plaisir, enfin elles n'arrivent pas à trop ouvrir cette porte-là. Et en fait, quand on est aussi très fermé dans l'inconfort, c'est-à-dire qu'on a des peurs, on a beaucoup de peurs, quand on a beaucoup de peurs, qu'on ne se sent pas en sécurité, qu'on veut se protéger, alors il y a beaucoup l'inconscient aussi hein, là-dedans qui ramène des garde-fous pour nous protéger, parce qu'on a peur de souffrir, et ben en fait, on ferme proportionnellement la capacité à ressentir du plaisir. Parce qu'on ne peut pas ouvrir un peu le ressenti. Enfin, le ressenti, il s'ouvre pour le confort comme pour l'inconfort. On ne peut pas décider d'ouvrir nos ressentis que pour le plaisir et pas pour l'inconfort. Ça marche pas comme ça en fait. La capacité à ressentir, à se laisser traverser, demande un lâcher-prise qui est aussi proportionnel à tout ça. Et donc, du coup, notre capacité à lâcher prise dans le plaisir, pour accueillir le confort, est aussi proportionnelle à notre capacité à accueillir l'inconfort. Et en fait, ben moi, je peux témoigner que c'est quelque chose que j'ai observé, c'est-à-dire que quand je suis redescendue dans mon corps, puisqu'en fait, c'est un processus qui passe par le corps. Moi, j'avais tendance, et je l'observe aussi chez beaucoup de personnes que j'accompagne, à être très très dans ma tête, j'étais assez déconnectée de mon corps. Et en fait, tout ce cheminement que j'ai fait pour revenir dans mon corps et dans ma capacité à ressentir de manière générale, ça a ouvert ma capacité à ressentir du plaisir, mais ça m'a aussi ça a augmenté ma zone de tolérance face à l'inconfort. Donc face à des choses qui sont des fois un peu difficiles, qui quelques années auparavant m'auraient mis
vraiment dans le mal, et ben j'ai plus de capacité maintenant à accueillir ça. J'aime pas forcément utiliser ce mot-là pour ça, mais on pourrait dire que ça rend un peu plus résilient à chaque fois. Enfin, cette capacité en fait à accueillir le confort, voilà, ça permet ça aussi. Donc du coup, quand on ouvre la circulation de l'énergie sexuelle, on peut venir aussi des fois libérer des choses qui peuvent être un peu surprenantes dans l'intimité, Mm. Dans l'inconfort comme aussi dans l'extase. dans l'extase aussi. C'est vrai que la circulation de l'énergie sexuelle, ça permet aussi de vivre des états qu'on peut, enfin voilà, qui sont des fois décrits dans certaines pratiques Comme de- des états modifiés de des états conscience. de modifier conscience. Complètement. C'est ça. Parce que du coup, on fait circuler l'énergie et du coup, on peut ouvrir à des états extatiques qui peuvent être très très puissants. Donc pourquoi s'en priver? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à... ou envie de partager quelque chose par rapport à tout ça? Comment ça vous parle? Comment ça vibre? Pas forcément. Je voulais en profiter pour aussi, du coup, parce que je parlais du chemin vers le corps, pour détricoter une idée reçue aussi qu'on a beaucoup, en tout cas que j'entends beaucoup chez les femmes, c'est l'usage des vibromasseurs. On n'en a jamais, je crois ça a explosé, on n'a jamais autant parlé des sextoys. Enfin maintenant c'est presque devenu banal de s'acheter un sextoy. En tout cas, pour les personnes de ma génération, c'est quelque chose, voilà, entre femmes dont on pouvait parler assez facilement et dont on peut voir la publicité. Alors, la problématique des vibromasseurs, c'est que contrairement à ce qu'on pense, et quand je parle de vibromasseurs, on parle bien des sextoys qui vibrent, donc qui sont avec des vibrations, c'est qu'en fait, ça désensibilise. En fait, on habitue le corps à avoir certaines sensations qui sont de vibrations qui sont assez fortes. Donc ça peut être intéressant pour des femmes qui n'ont peut-être jamais connu l'orgasme, qui veulent voir ce que ça fait toutes seules pour découvrir. Mais moi, mon invitation, elle est plutôt justement à se découvrir sans ces surstimulations. Parce qu'en fait, plus on va s'explorer chacun d'ailleurs séparément dans ce qui nous fait du bien et dans une certaine subtilité, plus en fait, quand on va être dans un rapport intime avec son ou sa partenaire, on va pouvoir être réceptif euh, à une autre forme de plaisir beaucoup plus fort et beaucoup plus subtil, puisque la moindre caresse, le moindre toucher peut devenir quelque chose d'orgasmique. Alors que quand vous habituez votre corps à avoir quelque chose qui est très très fort, en plus le vibromasseur, on est vraiment sur des sensations que globalement aucun homme ne peut reproduire. Je ne sais pas si tu veux confirmer. A priori, les hommes n'ont pas de vibromasseur entre les jambes. Et donc, du coup, en fait, ça a créé aussi chez certaines personnes, j'ai eu des témoignages de femmes qui ont du mal à s'en passer, en fait, et qui me disaient que c'était les meilleurs orgasmes qu'elles avaient eus. Parce qu'en fait, elles ont habitué leur corps, donc elles ont créé un chemin par l'usage de ces vibromasseurs qui leur procure du plaisir. Et du coup, c'est le chemin qu'elles connaissent, qu'elles entretiennent, et ça ouvre pas la voie à justement des fois explorer dans plus de subtilité et ça ouvre en fait à un autre niveau. Donc ça, c'est vraiment pour revenir au corps, pour revenir à la subtilité et au plaisir plus profond. L'invitation, c'est de débrancher les vibromasseurs et de venir s'explorer justement par le toucher et quelque chose de, voilà, d'aller progressivement vers des touchés plus subtils. Surtout pour les personnes qui seraient intéressées de faire circuler l'énergie sexuelle. Et de la même chose pour les hommes. C'est-à-dire que, sans parler de vibromasseur pour les hommes, mais pour les hommes, dans la masturbation, souvent, c'est une masturbation qui est très rapide, alimentée par du porno, et donc ça crée des chemins vers de la rapidité, vers de l'intensité.
Euh, et donc, ça nourrit des rapports qui sont courts et une recherche voilà, d'excitation très forte. Et certains hommes ont même du mal à avoir des relations euh, dans la vraie vie avec une femme ou un homme. euh, Sans cette excitation liée au porno. Donc il y a aussi ce chemin de réapprendre aussi pour l'homme à découvrir une sensualité, un toucher, une masturbation plus lente, des chemins nouveaux pour oui, créer ces nouveaux chemins de plaisir, même corporellement, euh, parce que dans la circulation de l'énergie, on sort de la zone qui est que génitale. Quand on parle d'orgasme qui est de décharge, on est vraiment purement dans le génital. Et l'excitation qui reste bloquée là en cocotte minute, et il faut que voilà, ça se libère. Et donc, et c'est pour ça qu'il y a des douleurs, s'il n'y a pas libération. Voilà. Et donc, si on apprend d'autres chemins par le corporel sur la globalité, à faire circuler l'énergie, euh, eh ben, on rencontre plus ces problèmes-là et on découvre aussi ben, de nouvelles sensations, des, des explorations avec sa partenaire très sympa. Et ça permet aussi de sortir de la pression de la performance. Ça, Mm. c'est quelque chose. J'ai eu des témoignages d'hommes aussi quand j'ai fait des stages tantra, des témoignages d'hommes où eux, en fait, donc ils s'intéressaient, ils étaient sur cette voie-là. Et c'était pas le cas là de leur femme. Elle participait pas, elle s'intéressait pas forcément à cette approche tantrique. Et en fait, ce qui était compliqué pour eux, c'est que eux, ils n'avaient pas besoin d'arriver à l'éjaculation pour prendre du plaisir, pour passer un bon moment de communion avec leur partenaire, mais leur partenaire ne comprenait pas, c'est-à-dire qu'elles ne voulaient pas s'arrêter tant qu'elles n'étaient pas arrivées au moment où elles allaient faire éjaculer leur partenaire. Et donc, Complètement. ça crée des tensions en fait, parce qu'eux, ils voulaient justement ouvrir, proposer un nouveau chemin. Et même pour les femmes, il y a une déconstruction à faire là-dessus, c'est-à-dire que l'éjaculation n'est pas obligatoire et nécessaire, et la course à l'orgasme, en fait, c'est une énorme pression de performance. Et souvent, cette pression-là, bah, elle vient fermer tout un champ des possibles qui est juste incroyable, un champ d'exploration merveilleux qu'on se ferme parce qu'on pense qu'on doit reproduire ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu sur le fait qu'il faut orgasmer à tout prix. Et en fait, on se ferme la porte à plein d'autres plaisirs qui pourraient être, voilà, qui pourraient être explorés, parce que très souvent, cette pression de la performance, en plus, ça débouche sur un orgasme de décharge. Ouais, et ça me fait penser à un cercle d'hommes une fois où un homme expliquait que il découvrait ses nouveaux chemins. Enfin, c'était pour lui, c'est une personne qui sortait d'une longue relation, qui avait connu pratiquement qu'une seule femme, et que le fait d'aller rencontrer des nouvelles femmes, ça le rendait très timide et il avait très peur par rapport à la sexualité. Il me disait, mais moi, mon père m'a dit, il faut absolument que tu fasses jouer une femme, tu dois la faire crier. C'est ça être un homme, mais d'une manière très contrôlante et voilà, obligée, sinon, et donc une pression très forte. Donc ça peut être même des fois transmis par les parents, alors que bon, souvent les parents ne parlent pas trop de sexualité, mais voilà, il y a quand même une pression sur cette question-là chez les hommes. Oui, ça peut, de toute façon, c'est transmis par des remarques, des fois, par des choses qu'on peut entendre déjà depuis notre enfance sur le rapport notamment entre les hommes et les femmes. C'est vrai il y a beaucoup de constructions autour de cette mécanique-là. Et donc, du coup, c'est intéressant de venir voir ce qui se passe quand on commence à déconstruire justement ces croyances. Et pour terminer, peut-être, parce que c'est vrai que le temps passe, on avait eu une question là-dessus d'une personne qui s'est inscrite mais qui a pas pu venir pour se connecter. On avait eu une question par rapport à l'âge, justement, et comment ça se passe dans la sexualité quand on vieillit aussi et qu'on arrive à un certain âge.
Et là aussi, il y a beaucoup de croyances à déconstruire. Est-ce que tu veux en parler en tant qu'homme notamment? Oui, 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 tout à fait. En fait, l'âge, c'est qu'un chiffre et donc pour la sexualité et le plaisir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai rencontré des gens qui avaient plus de 70 ans et qui avaient toujours une libido très active et une sexualité très active. Euh, Moi, voilà, ce que je vois aussi et ce qui est préconisé à travers notamment toujours ma vision de la médecine chinoise, c'est qu'il est souvent dit que, euh, toujours par rapport à l'éjaculation, en fonction de l'âge, le nombre de pertes, ils appellent ça les pertes séminales, doivent diminuer en fonction qu'on prend de l'âge. C'est-à-dire que si on a 20 ans, on peut perdre 2, 3 fois par semaine. Si on a 50, ben, c'est plutôt une fois ou une fois tous les 15 jours. Voilà, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, on essaie de conserver plus. Et pourquoi? Parce que c'est une énergie qui est très forte et il faut, pour renouveler les spermatozoïdes, ben, ça prend beaucoup à travers le sang de nutriments, voilà, et comme nos cellules se régénèrent moins vite, donc il y a ce besoin de préserver ce qu'on appelle le jing en médecine chinoise, cette énergie, et voilà, de la préserver tout simplement. Et ça permet de garder voilà, plus de vigueur et de ne pas avoir voilà, ces coups de fatigue après. Et, et c'est en tout cas ce constat après les rapports, de voir comment on se sent, qui permet de voir si on est dans le juste ou pas dans le juste, en tout cas pour soi. Oui, là où il peut y avoir aussi des évolutions, c'est qu'effectivement, avec l'âge, parfois, on peut avoir des changements physiologiques, qu'on soit un homme ou une femme. Bon, pour la femme, c'est assez connu avec les ménopauses parce que c'est un gros bouleversement hormonal. Et donc, du coup, c'est parfois une période qui est un peu intense à passer pour la femme, le temps enfin, voilà, pour ramener de l'harmonie en tout cas et retrouver un certain équilibre. Donc, ça peut affecter effectivement, comme les hormones peuvent affecter la libido. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'andropause Chez les hommes. chez les hommes. Donc, bien sûr que ça peut affecter la libido, mais ça, c'est des choses, c'est comme les problèmes de santé, parce qu'on peut avoir aussi à tout âge des problèmes de santé qui viennent affecter aussi la libido ou qui viennent nous affecter physiquement et qui rendent plus compliqué la vie intime, en plus de toute la charge mentale ou de la vie de famille, des boulots prenants, etc. Donc en fait, ça c'est à tout âge. Et donc pour toutes les causes physiologiques ou hormonales, il y a des accompagnements pour ça, il y a des aides pour ça. Donc c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'on peut, Il y a des plantes, il y a de voilà, l'alimentation, il y a des régimes pour la testostérone, donc il y a plein de possibilités pour les femmes. Voilà, mais en dehors de ça, en fait, et ça, il existe des accompagnements et des aides pour ça, bien évidemment que la sexualité, elle a aucune date de péremption. C'est sûr que culturellement, on représente assez peu de personnes de plus de 70 ans dans des relations intimes dans les médias, mais fort heureusement pour elles, il y en a beaucoup qui ont toujours des vies intimes très actives. Moi, j'ai eu des témoignages de femmes avec qui j'ai même fait des formations dans le cadre de mes formations d'ailleurs sur la voie de l'intime et le tantra. J'ai été des fois avec des femmes qui avaient plus de 70 ans, qui faisaient pas du tout ça, du coup, enfin, nous, très souvent, c'était un cheminement personnel plus quelque chose qu'on voulait aussi pouvoir enfin, transmettre. Elle le faisait vraiment dans une démarche purement personnelle et c'était magnifique. Et moi, j'ai remercié d'ailleurs ces femmes de prendre la parole à plus de 70 ans pour partager ce qu'elles vivaient aussi dans leur vie intime, parce qu'en fait, c'est une partie de la population qui est très invisibilisée dans notre société. Et à partir d'un certain âge, c'est quand même un constat, les hommes et les femmes sont plus invisibilisés, mais ça, alors d'autant plus chez les femmes.
Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir remettre des espaces aussi pour entendre ces témoignages-là et entendre ces femmes aussi et ces hommes qui vivent une intimité épanouie à tout âge et de sortir un peu du jeunisme qui pourrait y avoir aussi dans la vision de la sexualité dans notre société. Et il n'en tient qu'à nous de changer ça. Donc c'est en parlant, c'est en n'ayant pas honte d'en parler, en levant les tabous autour de tout ça et en se rendant visible qu'on peut changer les choses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous voulez partager avant qu'on fasse le petit mot de la fin? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose pour ceux qui acceptent de prendre la parole? Je vois des petits pouces levés. Ah, le micro est coupé, je crois. Oui, mais je pense que c'est Ah, peut-être ah, volontaire, mais je voyais des ok. petits pouces. Merci. Merci pour les retours. On voulait vous partager aussi du coup ce qu'on propose de façon plus... Enfin voilà, là on va peut-être faire une petite série, des lives de temps en temps parce qu'on pense en fait il y a plein de sujets, on peut pas tout creuser et bon là on a brossé les choses assez rapidement. Donc on fera peut-être d'autres lives, mais on voulait vous parler aussi d'un week-end qu'on propose là qui est vraiment pour les couples, un week-end pour le couple alchimique. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Au mois de juin. Oui, c'est au mois de juin. Ça se passera aux alentours de Cavaillon. Euh, donc c'est un week-end qui sera axé vraiment sur des petits exercices pratiques pour pouvoir justement explorer ces nouveaux chemins. Donc ça va reprendre un petit peu ce qu'on a dit sur certains points euh, et vraiment aller dans cette qualité de connexion, de rechercher vraiment une nouvelle façon de se rencontrer, d'explorer de nouvelles voies. Donc il y aura des Des structures, des explorations. explorations Exploration sensorielle, sensorielles. du toucher conscient, Ouais. la communication aussi, des choses autour de la communication. Voilà, Comment créer des espaces aussi de connexion, de sécurité, euh, des cercles de parole aussi, de partage. voilà, des explorations pour aller voilà, s'interroger sur comment on vit son intimité, c'est quoi nos besoins respectifs en fait, et comment on peut venir raviver le désir dans le couple, euh, emprunter de nouveaux chemins et venir explorer de nouveaux chemins dans l'intime. Donc il y aura un tout petit peu de théorie quand même, mais l'essentiel du week-end, ce sera de la De la pratique. pratique. Et ce sera, alors, on utilisera aussi certaines techniques qu'on peut retrouver dans l'ostéopathie, qui est intéressante pour le toucher, pour vraiment avoir un toucher conscient qu'on peut mettre après dans un massage, comme le massage cachemirien. Voilà, c'est des petits tips qui sont vraiment intéressants pour pouvoir être vraiment dans cette conscience du toucher. Voilà, mais on va pas tout déflorer. Non, on va pas tout effleurer, non. On réserve plein de surprises, plein de choses à vivre et voilà, parce qu'en fait, tout ça, ça se vit. Donc, ça peut se vivre, bien sûr, seul aussi, mais là, le week-end est vraiment dédié pour les couples. C'est donc le 20 et 21 juin, ce sera à Cavaillon, mais vraiment au milieu de la campagne, dans un endroit magnifique. On a une très très belle salle, on est entouré par les vergers, les fleurs. Le lieu est vraiment super. Et on a une offre exceptionnelle. Mm. Voilà, pour le lancement de ce week-end, puisqu'on est à 220 euros par couple, donc pour les deux, pour tout le week-end. Voilà. Par contre, ça n'inclut pas ça n'inclut pas l'hébergement, la nourriture et l'hébergement, mais ça, en plus, c'est très, enfin voilà, on peut venir avec ses gamelles sur place. Il y a une petite cuisine, tout ça, donc en plus le jardin est magnifique.
Voilà, donc s'il y a des questions, Vous avez le lien. ouais, Oui, on a partagé le lien, je crois, dans les messages. Vous avez le lien vers le couple alchimique. alchimique. Ouais, le lien dans ce qu'on a envoyé en tout cas pour la connexion, on le mettra pour le replay, on mettra le lien dans les commentaires, enfin dans le détail. Voilà. Ben, merci en tout cas pour être là tout ce temps. Voilà, bah, n'hésitez pas à nous partager après si vous voulez, bah, soit en commentaire dans le replay, soit voilà, en message privé ou par le biais que vous voulez, avec quoi vous repartez, si vous avez découvert des choses intéressantes, s'il y a des choses que vous souhaitez aussi qu'on aborde pour un prochain live plus précisément, peut-être qu'on rentrera du coup plus en profondeur dans certaines thématiques. Donc s'il y a des thématiques ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, bah, n'hésitez pas à nous le signaler. Si vous avez découvert des choses, s'il y a des choses que vous souhaitez mettre en place aussi, et nous tenir au courant d'ailleurs, s'il y a des choses que vous mettez en place et qui fonctionnent, ce sera, c'est toujours une Et joie d'avoir des témoignages du coup de ce qui se passe aussi pour pour chacun. chacun. Voilà. Est-ce que vous voulez partager avant qu'on coupe? Est-ce que quelqu'un veut déposer quelque chose? Je pense que c'est tout bon. Tout Tout le le monde. monde doit avoir un grand merci. Ah, je repars avec de belles propositions. Super, magnifique. Ben, n'hésitez pas en tout cas. Merci. Merci. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas à partager et bah, au plaisir de vous retrouver pour un prochain live. Voilà. Merci à Au revoir et tous. bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir, Au à revoir. bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir. Merci.